Et bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons enfin commencer ma série sur les guerres d'ex-Yougoslavie. Et aujourd'hui, nous allons parler de Slobodan Milosevic, qui est le fils de Svetozar Milosevic, un prêtre orthodoxe monténégrin, et de Stanislava Milosevic, une enseignante et membre active du Parti communiste. Il a un frère aîné, Borislav, qui deviendra diplomate. Ses parents se séparent peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale et plus tard se suicideront. Son père par arme à feu en 62, sa mère par pendaison en 74. Milosevic épouse Mirjana Markovic en 65 alors qu'ils sont tous deux à l'université de Belgrade. De leur union naissent deux enfants, Marko et Maria. Il rejoint en 59 la Ligue communiste de Yougoslavie. En 64, il termine ses études de droit à la faculté de droit de l'université de Belgrade et travaille tout d'abord dans l'industrie, dans la compagnie publique de gaz Technogaz, puis dans la finance, où il exerce jusqu'en 83 la fonction de directeur de Beogradska Banka, la banque de Belgrade. Alors que Slobodan Milosevic apparaît comme un homme en tempérament introverti, piètre orateur et sans charisme particulier, il devient en 84 chef de la section de Belgrade du Parti communiste. Sa carrière politique de premier plan commence en 86 alors qu'il remplace Ivan Stambolic à la tête du présidium du comité central de la Ligue des communistes de Serbie, qui est réélu en 88. En mai 89, il est élu président de Serbie. Sa présidence est marquée par un fort nationalisme. Le 28 juin 89, pour le 600e anniversaire de la bataille de Kosovo-Polje, il fait un discours au Kosovo devant plusieurs centaines de milliers de personnes, dans laquelle la commémoration de l'événement historique est l'objet d'une réécriture de l'histoire à des fins nationalistes, d'une part, à l'échelle de la Yougoslavie, où ce discours est observé par les autres républiques qui voient à minima une provocation, voire un grand danger. Pour beaucoup d'observateurs, ce discours est un événement clé dans la chronologie des guerres de décomposition de la Yougoslavie, ayant notamment participé d'enclencher le processus des référendums d'autodétermination en Slovénie et Croatie. D'autre part, à l'échelle de la Serbie, ce discours expose des idées nationalistes de Slobodan Milosevic, notamment à l'égard des Albanais du Kosovo, peuple non slave à majorité musulmane, et entérine l'abolition du statut autonome du Kosovo. Ainsi, la constitution de la Yougoslavie de 1974 transforme le Kosovo en province autonome. Auparavant, il s'agissait d'une province, et lui accorde plus de droits tout en maintenant ce territoire sous la responsabilité de la République de Serbie, tout comme la Voïvodine, qui est au nord de la Serbie. Milosevic proclame l'état d'urgence au Kosovo, ce qui restreint ses droits acquis par le Kosovo en 1974, mais ce qui est légalement prévu par la Constitution. Le communisme étant en déliquescence dans tous les pays d'Europe de l'Est, il transforme en 89 le Parti communiste yougoslave en parti socialiste. Il préside... Attendez, excusez-moi, je me suis perdu. Ah, voilà. Il préside également au changement de la Constitution qui donne au président un pouvoir accru. Et dans l'opposition, certaines voix commencent à s'élever contre la vision nationaliste que le cercle de Belgrade. Je vais en reparler dans une autre vidéo. Le 20 septembre 92, Milosevic est réélu à la présidence, cette fois au suffrage universel direct. Le 25 juin 91, la Croatie et la Slovénie, États indépendants et souverains au terme de la constitution yougoslave titiste du 21 février 1974, déclarent leur indépendance de la République fédérative socialiste de Yougoslavie après des référendums d'autodétermination. Lorsque la dissolution de cette fédération était constatée en 1992, la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine refuseront de rejoindre l'union de la Serbie et du Monténégro que Milosevic a constituée en avril 1992 sous le nom de République fédérale de Yougoslavie. Milosevic entreprend alors de modifier par la force les frontières de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine, en invoquant la présence de minorités serbes en Croatie et en Bosnie et non assimilées. Ces frontières ont été définitivement fixées en 1945, mais datent pour l'essentiel
de plus de 2 siècles et la Constitution de 1974 précise que c'est dans le cadre des républiques et des provinces autonomes que les peuples et les nationalités exercent leurs droits souverains. Milosevic lance donc 2 guerres successives, la première à l'été 91 contre l'État de Croatie et la deuxième en mars 92 contre l'État de Bosnie-Herzégovine, derrière le prétexte d'une insurrection locale des Serbes contre le gouvernement légal. La guerre en Bosnie culmine au massacre de Srebrenica en juillet 1995, perpétré par des forces serbes contre des Bosniaques et qui précipitera l'intervention de l'OTAN. L'organisation Médecins du Monde répand des affiches représentant Milosevic à Hitler. Thierry Volton fait remarquer que cette assimilation est fallacieuse. Milosevic étant communiste, il se situe donc dans la tradition de Staline et non d'Hitler. En Croatie, après la bataille de Vukovar et l'expulsion des Croates et autres non-serbes de la Slavonie orientale et de la région de Krajina par les forces serbes, le président Franjo Tudman, président de la Bosnie, lance en 1995 l'opération Tempête contre les Serbes vivant en Slavonie et dans la région de Krajina. Cette opération fera plus de 200 000 réfugiés serbes et engendrera de nombreux crimes de guerre. Les armées serbes sortent affaiblies de ces événements et les accords de Dayton de décembre 1995 mettant un terme à la guerre en Bosnie-Herzégovine et en Croatie. Après les accords de Dayton, la population de Serbie lui demande des comptes et vote contre lui. Son parti perd les élections municipales de novembre 1996 et l'opposition devra manifester nuit et jour jusqu'en février 1997 pour qu'ils finissent par reconnaître les résultats. En juillet 1997, Milosevic est néanmoins élu à la présidence de la République fédérale de Yougoslavie. La répression serbe de la guérilla de l'UÇK, c'est une guérilla qui veut l'indépendance du Kosovo. La répression serbe de la guérilla de l'UÇK au Kosovo finit par convaincre les dirigeants occidentaux, après l'échec de la conférence de Rambouillet, une action militaire contre Milosevic est nécessaire. Le 24 mars 1999, l'OTAN ordonne contre l'opposition de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU des frappes aériennes contre la Yougoslavie. Ces frappes forcent Milosevic à signer les accords de Kumanovo le 10 juin 1999, où il s'engage à retirer ses troupes le même jour. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote la résolution 1244 qui prévoit une administration provisoire de l'ONU et une présence militaire dirigée par l'OTAN au Kosovo. L'action des forces serbes serait responsable de 2000 morts civils et 300 000 réfugiés. Cette même année, il est inculpé par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. En septembre 2000, il est battu à l'élection présidentielle fédérale par Vojislav Koštunica et son régime est renversé en octobre 2000, le 5 octobre 2000 en Serbie, sous la pression d'un ultimatum américain fixant au 31 mars la date limite exigeant l'arrestation de Milosevic sous peine de sanctions économiques. La justice serbe le somme de se rendre, les forces spéciales de la police donnent l'assaut le 31 mars 2001, mais les gardes du corps et les partisans de l'ancien président serbe parviennent à résister, et ce n'est qu'après un siège long de 33 heures organisé par la police qu'il se rend aux autorités. Il est arrêté le 1er avril 2001 pour abus de pouvoir et corruption et livré à l'ONU par le gouvernement serbe en juin 2001. Son procès, qui a débuté le 12 février 2002, le fait comparaître devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie pour crimes contre l'humanité, infraction grave aux conventions de Genève, violation des lois ou coutumes de la guerre. L'avocat français Maître Vergès, qui avait offert ses services, n'a pas été retenu comme défenseur par l'accusé. La nature du procès et sa méthodologie sont contestées par certains observateurs. Russia Today dénonce un simulacre de procès dans lequel l'accusation reposait plus sur des considérations géopolitiques que sur des preuves, et la diabolisation de Milosevic fait par la majeure partie des médias occidentaux. L'hebdomadaire britannique Sunday Times estime quant à lui que plus de 80% des déclarations de l'accusation auraient été rejetées par un tribunal britannique comme étant de simples oui-dire.
En février 2007, la Cour internationale de justice jugea la Serbie non coupable de génocide et conclut que le gouvernement de Belgrade n'avait planifié le massacre de Srebrenica, l'épisode le plus grave dont était l'acte d'accusation. Cependant, le président de la CIG déclara que Milosevic était au courant des risques de massacre en Bosnie et n'avait rien fait pour les écarter. En août 2016, une rumeur affirme que Milosevic était blanchi par le tribunal, une affirmation démentie par ce même tribunal auprès le journal Le Monde, ainsi que dans une tribune sur Al Jazeera. Le tribunal ayant seulement indiqué dans le cadre du procès de Karadzic qu'il n'y a pas suffisamment de preuves dans ce dossier pour constater que Milosevic avait donné son accord au plan commun qui visait à expulser définitivement les musulmans et les croates de Bosnie du territoire revendiqué par les Serbes de Bosnie. Le jugement concerné indiquant en outre qu'il avait coopéré étroitement avec l'accusé pendant cette période où les crimes ont été commis. L'état de santé de Milosevic marqua la fin du procès. Des demandes répétées de Milosevic d'être soigné en Russie sont rejetées par le tribunal, bien que la santé du prévenu, qui assure lui-même sa défense, rend difficile la continuation du procès. Le 11 mars 2010, avant la fin du procès, Milosevic meurt au centre de détention des Nations Unies à La Haye, dans le quartier de Scheveningen. Les premières annonces indiquant que sa mort est naturelle et qu'il souffrait de problèmes cardiaques et d'hypertension sont conseillées juridique qui a montré un document de 6 pages affirmant que l'ancien président a écrit une lettre, la veille de sa mort, dans laquelle il affirmait que des traces d'un médicament puissant destiné au traitement de la lèpre ou de la tuberculose avaient été détectées dans son sang en janvier. Il affirmait d'être très inquiet et redoutait un empoisonnement. Selon un rapport d'autopsie publié le 12 mars, Milosevic est mort des suites d'un infarctus du myocarde et le 17 mars, le tribunal a exclu la thèse de l'empoisonnement dans un nouveau rapport d'analyse toxicologique affirmant qu'aucun poison, médicament ou substance étrangère susceptible d'avoir provoqué la mort n'a été retrouvé. Après qu'il ait été envisagé de l'inhumer en Russie ou à Belgrade, ce qui a suscité controverse, Milosevic est inhumé le 18 mars 2006 dans sa ville natale de Požarevac. Un hommage a cependant lieu préalablement à Belgrade en présence de plus de 50 000 partisans et de personnalités politiques et culturelles occidentales opposées à l'OTAN, comme l'écrivain Peter Handke. Et merci de m'avoir écouté. On retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur à nouveau les personnages de ces guerres. Je vous dis au revoir.